L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle d'un diamant. Plus précisément, le diamant le plus célèbre au monde. Cette pierre a traversé les continents. Elle est passée dans les mains des plus grandes personnalités et surtout, elle s'est forgée la réputation d'être une pierre maudite. Aujourd'hui, dans Histoire précieuse, je vais vous raconter l'histoire du diamant Hope. Notre histoire commence en Inde, ou plutôt dans l'Empire moghol, puisque nous sommes aux alentours de l'année 1610. Un individu pénètre dans un temple dédié à la déesse Sita, déesse hindoue de la richesse. Au centre du temple, il voit une statue de la déesse magnifiquement décorée. Après tout, rien n'est trop beau pour honorer la déesse de la richesse. Mais ce qui attire le regard de notre individu, c'est une pierre bleue, incrustée dans le front de la statue. Saisi d'une avidité sans précédent, l'individu dérobe la pierre et s'empresse de fuir la scène du crime. Mais à peine est-il sorti du temple qu'il est frappé par la foudre. La légende dit que c'est la déesse Sita qui a foudroyé l'individu afin de se venger du vol commis sur sa statue. Et c'est ainsi que commence l'histoire de la malédiction du diamant bleu. Les années passent et nous sommes désormais en 1650. Nous retrouvons un Français du nom de Jean-Baptiste Tavernier. Il est explorateur et négociant en pierres précieuses. Ce n'est pas la première fois que Tavernier se rend à Golconde, ville fortifiée de l'Empire moghol. En effet, l'Empire moghol est connu pour posséder de nombreuses mines de diamants. Mais d'après ce que l'on dit, les plus beaux diamants proviennent des mines de la ville de Golconde. Le but de Tavernier est donc tout simple, acheter un maximum de pierres pour ensuite pouvoir les revendre en France au prix fort. Tavernier est un homme discret. Il ne nous a pas laissé beaucoup d'écrits de ses voyages, mais ce que l'on sait, c'est que lorsqu'il rentre en France en 1668, il a en sa possession plus de 1000 diamants de toute taille et de toutes couleurs. Jean-Baptiste Tavernier obtient une audition auprès du roi Louis XIV afin de lui présenter toutes ces pierres. Le roi Soleil est impressionné par toutes ces pierres gris, mais une pierre retient particulièrement son attention. Un diamant bleu, assez plat, taillé de façon plutôt sommaire, mais très gros. 112 carats et 3/16 de l'époque, soit environ 115 carats actuels. Louis XIV a de très bonnes connaissances en gémologie, grâce à son parrain le cardinal de Mazarin, et il sait que ce diamant bleu n'est pas une pierre comme les autres. Tavernier explique qu'il n'a pas eu beaucoup de mal à se procurer cette pierre, car personne n'en voulait. Pour une raison très simple, il s'agit du diamant bleu maudit, dérobé de la statue de la déesse Sita quelques dizaines d'années plus tôt. Le roi Soleil décide d'acheter le diamant pour 220 000 livres comtois, soit beaucoup moins que l'estimation de l'époque de 770 000 livres comtois, mais pour l'occasion, il offre également à Tavernier un titre de noblesse. Malheureusement, Tavernier ne profitera pas de ces nouveaux privilèges très longtemps, car il sera frappé de la malédiction du diamant bleu et il finira ses jours dévoré par des loups. Dans un premier temps, Louis XIV se contente d'exposer son nouveau diamant dans son cabinet de curiosité. La pierre passera quelques années à prendre la poussière, puis en 1671, le roi décide de la faire tailler à la mode occidentale. Pour cela, il fait appel au joaillier officiel de la cour, qui passera plus de 2 ans à étudier la pierre afin d'élaborer la taille la plus avantageuse possible. Et c'est ainsi que naît la taille rose de Paris, une taille triangulaire sur mesure d'environ 69 carats, dont le génie repose dans les facettes en étoile à l'arrière de la pierre. En effet, une fois taillé, le diamant bleu fut serti dans une monture en or jaune pour en faire une broche. Le métal pouvait se voir à travers l'étoile taillée à l'arrière de la pierre, donnant l'impression qu'un soleil brillait dans la broche. Un bijou idéal donc pour celui qui se faisait appeler le roi Soleil. Au décès de Louis XIV, c'est son successeur Louis XV
qui hérite des bijoux de la couronne. Malheureusement, Louis XV préfère les diamants blancs aux diamants de couleur. Alors, il va laisser le diamant bleu de côté. En tout cas, jusqu'en 1749. Car cette année-là, Louis XV est fait chevalier de l'ordre de la Toison d'Or. Pour fêter cela dignement, il décide de s'offrir un insigne sur mesure. Il fait appel au joaillier Jacquemin, qui lui fait plusieurs propositions de design, mais celui qu'il va retenir, c'est la broche composée d'un spinel rouge en forme de dragon, appelé le Côte de Bretagne, et du diamant bleu de la couronne. La broche mesure au total environ 16 cm, et une réplique en oxyde de zirconium synthétique est visible au Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Le successeur de Louis XV, Louis XVI, ne porte pas beaucoup d'intérêt pour l'insigne de la Toison d'Or, qui se retrouve stocké avec le reste de la collection des joyaux de la couronne. En 1783, un inventaire des joyaux est réalisé, et le diamant bleu y est décrit ainsi. Très grand diamant brillant bleu, ayant beaucoup de dessous, forme en cœur, d'eau vive et nette, pesant 67 carats et 1/8, lequel a été retaillé depuis et est estimé à 1 million de livres. Quelques années plus tard, en 1789, la Révolution française éclate, faisant de Louis XVI et Marie-Antoinette les nouvelles victimes de la malédiction du diamant bleu. Les révolutionnaires confisquent l'insigne de la Toison d'Or ainsi que tous les joyaux de la couronne française et décident de les stocker dans l'hôtel du garde-meuble, aujourd'hui hôtel de la Marine, place de la Concorde. La pièce dans laquelle les bijoux sont stockés est mise sous scellé, en présence du ministre de l'Intérieur et du directeur de l'hôtel du garde-meuble, pour plus de sécurité. Étant donné que la pièce est sous scellé, les gardes ne la surveillent plus, ce qui, vous allez le voir, est une grossière erreur. Durant la soirée du 16 septembre 1792, des gardes patrouillent autour de la place de la Concorde lorsqu'ils entendent un bruit. Ils pensent d'abord à une bataille entre ivrognes, mais ils décident d'aller vérifier. En arrivant au pied de l'hôtel du garde-meuble, ils tombent effectivement sur des hommes fortement alcoolisés. Mais en fouillant les hommes, les gardes sont stupéfaits. Ils trouvent dans leurs poches quantité de pierres précieuses. D'où proviennent ces pierres? De l'hôtel du garde-meuble, plus précisément de la salle dans laquelle étaient stockés les joyaux de la couronne de France. Immédiatement, on ouvre une enquête et on interroge les cambrioleurs qui se sont fait attraper, tout en leur promettant une réduction de peine s'ils décident de parler. Donc forcément, les langues se délient très vite. On découvre alors que le cambriolage a réuni entre 30 et 60 brigands. Les malfrats ont escaladé un réverbère afin d'atterrir sur le balcon de l'hôtel du garde-meuble. Et cachés par la balustrade, ils ont cassé la fenêtre et le volet afin de pénétrer dans la salle dans laquelle se trouvaient les joyaux de la couronne. Il faut dire qu'ils étaient extrêmement bien renseignés, car dans un souci de transparence, un an plus tôt, les révolutionnaires avaient publié publiquement un inventaire des joyaux de la couronne. De plus, rappelez-vous, la pièce était sous scellé, si bien que les gardes ne la patrouillaient plus, et leur poste de sécurité se trouvait à l'opposé du bâtiment, ce qui fait qu'ils n'ont absolument rien entendu. Le cambriolage durera 4 nuits, entre le 11 septembre et le 16 septembre 1792, et les cambrioleurs profiteront d'être sur place pour organiser des festivités, à base d'alcool et de filles de joie. Lorsqu'ils se font enfin arrêter la 4e nuit, la grande majorité de la collection des joyaux de la couronne a déjà disparu, montant le total du préjudice à plus de 30 millions de francs. Cet événement sera plus tard nommé le casse du millénaire. L'insigne de la Toison d'Or, contenant le diamant bleu de la couronne de France, fait partie des bijoux volés. Immédiatement, les enquêtes se lancent et en l'espace de 2 ans, la grande majorité des bijoux est retrouvée. Mais ce n'est pas le cas du diamant bleu, que l'on croit disparu à tout jamais. Enfin, jusqu'en 1812. Cette année-là, plus précisément le 19 septembre, dans la vitrine du joaillier londonien Daniel Eliasson, apparaît un diamant bleu ovale de 45,52 carats. Le diamant est absolument exceptionnel, mais aussi très suspect, car on ne connaît pas son origine, ce qui n'est pas normal pour une pierre de ce calibre.
Alors, on suspecte. Et si ce diamant bleu était en fait le diamant bleu de la couronne de France qui aurait été retaillé pour mieux être dissimulé? D'autant plus que sa date d'apparition sur le marché, 20 ans et 2 jours très exactement, après le casse du millénaire, soit 2 jours après la fin de délai de prescription du vol, paraît très suspecte. Malheureusement, les archives concernant le diamant bleu de la couronne manquent de précision, si bien qu'il est impossible d'officiellement relier les deux pierres. Le diamant bleu londonien restera quelques années dans la vitrine du joaillier avant d'être vendu à un banquier du nom de Henry Philip Hope, qui renommera sobrement la pierre le diamant Hope en l'honneur de son propre nom. À sa mort, en 1939, c'est son neveu, Henry Thomas Hope, qui en hérite et qui fera exposer la pierre lors de l'exposition universelle de Londres en 1851, puis à Paris en 1855. Au décès de Henry Thomas Hope en 1962, le diamant revient entre les mains de sa fille adoptive Henrietta, qui le lèguera à son tour en 1887 à son petit-fils Henry Francis Hope Bellman Clinton. Mais ce dernier vit largement au-dessus de ses moyens, si bien que seul le salaire de sa femme, l'actrice américaine Mae Yohe, permet au couple de subvenir à leurs dépenses outrancières. Afin de renflouer les caisses, Henry Francis décide de vendre le diamant Hope. Malheureusement, ce dernier est enregistré comme étant une assurance vie. Il faut donc une autorisation spéciale pour pouvoir le vendre. Le temps d'obtenir cette autorisation, sa femme Mae Yohe divorce pour aller faire sa vie avec un autre homme. C'est en 1902 que Henry Francis obtient enfin l'autorisation de vendre le diamant, lui permettant de régler une partie de ses dettes. C'est le courtier américain Simon Frankel qui rachète le diamant pour 250 000 $, avant de le vendre à son tour en 1909 à Pierre Cartier, petit-fils de François Cartier, fondateur de la maison de joaillerie éponyme. Pierre Cartier fait monter le diamant sur un bijou de tête et lui trouve une cliente, l'américaine Evaline McLean. Afin de séduire son acheteuse potentielle, Pierre Cartier n'hésite pas à raconter la légende du diamant maudit. Il raconte comment la pierre a été volée sur une statue de la déesse Sita, que le voleur a été foudroyé et que Tavernier a été dévoré par des loups. Il n'hésite pas à embellir l'histoire, racontant comment la pierre est passée entre les mains de Louis XIV, puis Louis XV et enfin Louis XVI et Marie-Antoinette, qui seront victimes de la malédiction du diamant qui aurait causé la Révolution française et la fin de la monarchie. Ensuite, le diamant réapparaît à Londres et il cause la faillite de la famille Hope et du courtier américain Simon Frankel qui effectivement lui aussi a fait faillite. Face à cette histoire, Evaline est absolument séduite et elle accepte d'acheter le diamant à une condition, que Cartier s'engage à la rembourser s'il arrive malheur à sa famille dans les 18 mois qui suivent. Evaline McLean est précautionneuse et elle fait bénir la pierre par un prêtre. Et effectivement, dans les mois qui suivent, aucun malheur n'arrive à sa famille. Alors, elle fait remonter le diamant dans un collier, beaucoup plus facile à porter qu'un bijou de tête. Madame McLean est absolument amoureuse de son collier qu'elle ne quitte plus. Mais, quelques années plus tard, la malédiction frappe à nouveau. En 1919, son fils âgé de 9 ans meurt écrasé par une voiture alors qu'il avait le diamant dans sa poche. Quelques mois plus tard, son mari devient alcoolique et la quitte pour une autre femme. Et quelques années plus tard, sa fille meurt d'une overdose à l'âge de 25 ans. Suite à ces événements, Evaline McLean sera internée en hôpital psychiatrique où elle mourra à l'âge de 60 ans en 1947. La collection de bijoux de Madame McLean est alors rachetée par le joaillier américain Harry Winston, qui ne sait pas trop quoi faire de ce diamant maudit. Dans un premier temps, il va l'exposer dans divers événements caritatifs avant d'en faire don en 1958 au Smithsonian Institute de Washington. Pour l'anecdote, Harry Winston aurait envoyé le collier dans une simple enveloppe en papier craft qu'il aurait affranchi pour 2,44 $. La légende raconte que le facteur qui a livré le collier se serait cassé la jambe, que sa maison aurait pris feu et que son chien serait mort. Depuis, le collier est exposé au National Museum of Natural History de Washington.
Le collier n'a quitté le musée que 4 fois depuis qu'il y est exposé. La première fois, c'était en 1962 pour être exposé au Louvre, puis en 1965 pour être exposé à Johannesburg. La troisième fois, c'était en 1984 pour les 50 ans de la joaillerie Harry Winston. Et la dernière fois que le collier est sorti du musée, c'était en 1996 pour être restauré. Pour des raisons d'assurance, le collier et le diamant sont régulièrement expertisés par des laboratoires de gémologie et pour cette raison, nous avons toutes les caractéristiques du diamant que voici. Le diamant Hope est un diamant bleu avec une sous-teinte de gris de 45,52 carats. Comme tous les diamants bleus, c'est un diamant de type 2B, ce qui signifie qu'il a des atomes de bore qui lui confèrent sa couleur. Le Hope a également une fluorescence rouge très forte et il a une pureté BS1, ce qui signifie qu'il possède quelques inclusions visibles à la loupe. Le diamant aurait été découvert dans la mine de Kolour aux alentours des années 1610 et c'est le diamant bleu le plus gros jamais découvert, avec une valeur actuelle estimée aux alentours des 350 millions de dollars. Mais notre histoire n'est pas terminée, car lorsque Harry Winston fait don du diamant au Smithsonian Institute en 1958, personne n'a encore réussi à prouver que le diamant Hope et le diamant bleu de la couronne sont un seul et même diamant. Mais cela change en 2007. Cette année-là, le professeur François Farge est nommé responsable de la collection de minéralogie du Muséum d'Histoire naturelle de Paris. Pour se familiariser avec les collections, il décide de réaliser un inventaire. Et en ouvrant un tiroir consacré aux diamants, il tombe sur un étonnant moulage en plomb de 30 par 25 par 13 mm qui ressemble à s'y méprendre au diamant bleu de la couronne de France. Alors, François Farge prend le moulage et se rend aux États-Unis pour le comparer avec le diamant Hope. Et il constate que le diamant Hope rentre parfaitement dans la taille rose de Paris du moulage en plomb. Pour en être sûr, il fait numériser le moulage et le diamant, et cette fois, c'est certain, le diamant Hope est le diamant bleu de la couronne de France qui a été retaillé en ovale. Aujourd'hui, le diamant Hope est le deuxième objet le plus visité au monde derrière la Joconde. Le moulage en plomb, quant à lui, est exposé au Muséum d'Histoire naturelle de Paris, aux côtés d'une réplique du diamant bleu de la couronne de France, réalisée en oxyde de zirconium synthétique en 2020. Concernant la malédiction du diamant bleu, elle n'a plus touché personne depuis que le diamant est rentré dans le Smithsonian Institute, et d'ailleurs, beaucoup s'accordent à dire qu'il ne s'agit que d'une légende, notamment car plusieurs faits attribués à la malédiction sont totalement faux. Par exemple, Tavernier n'est pas mort dévoré par des loups, il a fini sa vie paisiblement à Moscou. Louis XVI et Marie-Antoinette ont bien été victimes de la Révolution française, mais il est difficile d'attribuer cet événement à la simple présence d'un diamant maudit. Enfin, concernant le facteur malchanceux, cela ressemble plus à une légende inventée par la presse de l'époque afin de créer du sensationnalisme et vendre plus de papier. Dans tous les cas, le diamant Hope est rentré dans la culture populaire, notamment dans le film Titanic où il inspire le cœur de l'océan, le collier au centre de l'intrigue. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Mes chers amis, nous voici déjà arrivés à la fin de cette histoire précieuse. Je compte sur vous pour mettre un like et vous abonner si la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quel bijou ou quelle pierre précieuse vous voudriez voir dans mes prochaines histoires. Et d'ici là, je vous dis à très vite dans de prochaines histoires précieuses.